Oui, ce qui m'a marqué le plus, c'est que 2016, c'est vraiment la deuxième année pleine du PSE. Et vous avez vu tous les résultats vraiment observés dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, le président de la République a amélioré ce qu'il a trouvé. Il a multiplié. C'est une révolution dans tous les secteurs. Il a multiplié par 4. Vous connaissez, parce qu'en fait, pour faire des projets, il faut pouvoir mobiliser les financements nécessaires à cause de la gouvernance fiable, à cause de la stratégie qui est claire, le PSE, à cause du leadership du président de la République, à cause d'un programme cohérent, décliné clairement. Le président de la République, sur les 4 années, a pu mobiliser 5 000 milliards. 5 000 milliards comparé aux 3 450 milliards qui étaient mobilisés sur 12 ans par le régime passé. Si on fait le ratio et la corrélation, le président de la République mobilise à peu près 100 milliards par mois et mobilise à peu près 4 fois plus que les régimes passés annuellement. Donc cette mobilisation des financements importants du secteur public-privé a permis de réaliser des projets importants, a permis d'améliorer considérablement le niveau de vie des populations. Lorsque je vous dis en voirie, nous faisons 100 km de plus annuellement. En autoroute, nous avons fait 36 km sur 4 ans, alors que les régimes passés depuis 1960, ils ont arrivé qu'à faire 32 km. Pour les forages, nous avons amélioré sensiblement, vraiment de manière extrêmement importante, l'adduction d'eau potable au niveau des zones rurales, parce qu'avant, tout était concentré vers la façade occidentale et tout ça, mais nous sommes allés à l'intérieur. Nous avons amené de l'eau partout, les villages où les femmes faisaient 4 km quand même pour avoir de l'eau. Nous sommes arrivés à réduire le manque d'eau de manière extrêmement importante avec le PUDC où on avait. Le PUDC, c'est améliorer la mobilité rurale, des pistes de production, c'est la réduction d'eau potable, c'est l'électrification et c'est l'atténuation des travaux des femmes, des travaux de transformation avec la fourniture de machines et la fourniture de moulins et tout ça, de machines de transformation agricole. Donc nous avons amélioré sensiblement le niveau de vie du peuple. Dans tous les secteurs, nous avons multiplié par 4. Quand je prends l'enseignement supérieur, sur les lits simplement, nous avions trouvé 8 000 lits, nous serons à 32 000 lits. 32 000 lits pour l'éducation nationale. L'éducation depuis l'indépendance, depuis les indépendances, nous avions trouvé 152 milliards d'investissements. Sur les 4 ans, nous avons fait 350 milliards d'investissements. Nous avons doublé pour les investissements sur l'éducation nationale, sur l'université. Vous avez vu aussi le projet TER que je gère parce que je suis le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national. Vous avez vu que nous avons quand même, avec l'appui du président de la République, qui a imaginé d'abord ce TER, qu'il a conçu, qu'il a créé, qu'il est en train de le mettre en œuvre sur 2 ans. Sur 2 ans, nous avons quand même réussi à lancer ce TER, a conçu, qu'il a créé, qu'il est en train de le mettre en œuvre sur 2 ans. Sur 2 ans, nous avons quand même réussi à lancer ce TER. C'est-à-dire, c'est le coût. C'est le coût réel. Parce que nous avons fait un appel d'offres. Quand tu fais un appel d'offres en bonne et due forme, vous ne pouvez plus parler de montant. Parce que tu as un projet. Tu as ce qu'on appelle les cycles de projet. Si tu as un projet, il y a d'abord la préparation du projet. Après les passations de marché, après l'exécution du projet, c'est-à-dire la mise en œuvre. Quand tu lances un appel d'offres, tu ne peux plus parler de prix.
Parce qu'en fait, tu fais un cahier de charge. Sur ce projet, nous avions eu 60 entreprises qui étaient intéressées dans le cadre de ce projet. Sur des 60 entreprises réparties sur 4 nationalités différentes, nous avions des Coréens, nous avions des Canadiens, nous avions des Français, nous avions des Chinois, nous avions des Turcs, nous avions des Sénégalais. Vraiment, c'est un projet qui a eu une attraction extrêmement importante. Et nous avions eu les meilleures entreprises ferroviaires du monde sont venus au Sénégal pour quand même nous accompagner pour la réalisation de projets. Nous avons fait un appel d'offres en bonne et due forme. Quand tu fais un appel d'offres en bonne et due forme, c'est les critères. Il faut être conforme pour l'essentiel, avoir un bon dossier technique et avoir un beau dossier commercial. C'est-à-dire un beau dossier commercial et une bonne offre financière, commerciale. Donc nous avons fait le dépouillement avec des critères. Nous avons comparé, parce que tu fais un cahier de charges, nous avons comparé les dossiers techniques des soumissionnaires en fonction de ce qui était demandé dans les cahiers de charges. Après, la notation a permis de choisir les meilleures entreprises parce que nous avons un projet qui est extrêmement important. Il faut choisir les meilleures entreprises pour les faire rapidement. C'est ça que nous avons fait. Et puis cet appel d'offres, c'est un appel d'offres transparent. Parce que c'est à cause du financement. C'est un appel d'offres qui a été financé par les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est la BID qui a financé aux 200 milliards de francs CFA. Ça correspond à peu près à 42% du montant du financement. Il y a la BAD qui a financé 120 milliards et il y a le Sénégal qui va financer 150 milliards. La France va financer dans le cadre de l'AFD 65 milliards et dans le financement direct pays, Trésor français 65 milliards. Donc si on voit la structure du financement, la France n'est pas leader de ce financement. N'est pas leader. C'est la BID qui est leader. Tous les autres bailleurs qui sont dans ce projet ont financé plus que la France. Ce n'est pas à cause du financement que le projet a été attribué à des entreprises françaises. C'est à cause de l'appel d'offres. Nous avons fait un appel d'offres en bonne et due forme et les entreprises françaises sont sorties, ont été adjudicataires, ils ont respecté les cahiers de charges. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'actuellement, en matière ferroviaire, c'est la France qui a la meilleure référence. C'est ça le problème. Et puis, du point de vue, il n'y a pas, parce que nous avions un devis estimatif. Sur la base du devis estimatif que nous avons fait les demandes de financement. Les demandes de financement au niveau des bailleurs de fonds, des investisseurs privés, publics et privés. Donc, nous sommes arrivés, il n'y a pas eu un décalage important entre les soumissionnaires et les devis estimatifs que nous avions fait au début. Parce que, n'oubliez pas, nous travaillons en pleine ville. Nous travaillons en pleine ville. Et puis, c'est un TR électrique, bimode, c'est-à-dire ça marche avec le thermique, c'est-à-dire diesel, et l'électricité. Parce qu'en fait, c'est pour un peu anticiper et se couvrir contre les risques de manque d'électricité. Donc, c'est un train bimode sur 2 voies standards. 2 voies standards, c'est que le problème qui se pose dans le Sénégal, les gens qui connaissent, ils ne parlent pas. Ce sont les gens qui ne connaissent pas, qui parlent et qui ne vont pas se renseigner parce que l'information, elle est publique. Si les gens viennent au ministère, ou bien vont à l'APEX, ou bien demandent aux ingénieurs qui ont participé sur ce projet, ou bien les gens qui savent, ils peuvent vraiment leur expliquer, parce que c'est un appel d'offres extrêmement transparent, parce que quand tu prends de l'argent des bailleurs de fonds, tu es limité. Quand tu attribues le marché, tu envoies ce qu'on appelle un rapport de non-objection. Celui qui a financé, c'est-à-dire la BAD, ou bien la BID, ils vont donner leur non-objection. On ne peut pas dire que la BID et la BAD, ils ont peur du Sénégal. Ce n'est pas possible. Ils sont plus riches que nous et c'est eux qui nous financent. Donc ils ne peuvent pas, on ne peut pas leur tordre le bras, c'est impossible. Donc, même sur le prix, les gens ils doivent comparer. Il y a la comparaison. Par exemple, quand je regarde les gens comparer entre notre projet de terre et ce qu'on appelle TGV au niveau de Nigeria, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Eux, ils ont une seule voie standard, électrique. Ce n'est pas bimode, c'est un seul train. C'est sur à peu près 197 km. Nous avons 110 km. Parce que les gens, ils comparent, ils disent 55 km. Nous n'avons pas 55 km. Nous avons 55 km fois 2. Ça fait 110 km parce que nous avons deux voies standards. Deux voies standards. Donc il faut tout multiplier par 2, les caténaires et tout ça. Et puis, nous sommes en pleine ville. Nous sommes en pleine ville, nous ne sommes pas en race campagne. Ce n'est pas la même chose avec un train qui relie deux grandes villes avec une distance extrêmement importante qui n'est pas occupée, où il n'y a pas d'occupation du tout. Ce n'est pas la même chose. Et sur ce coup, il faut intégrer que nous allons payer près de 45 milliards pour la libération des emprises. Pour la libération des emprises. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, les gens comparent des choses qui ne sont pas comparables. Nous avons 14 gares. Nous avons 14 gares. Et il faut regarder ce projet-là. Ce n'est pas 14 gares. Et ce n'est pas un TGV. La vitesse maximale sur ce projet du Nigeria qu'on appelle TGV, c'est 120 km/h. Nous, la vitesse maximale, c'est 160 km/h. Notre train est 2 fois plus moderne que le train du Nigeria. Donc les gens, il faut qu'ils comparent. C'est-à-dire pour comparer des projets, il faut ce qu'on appelle le déboursé sec. Tant que tu ne fais pas le déboursé sec, c'est-à-dire tu ne fais pas la répartition des charges projet, tu ne peux pas comparer. Troisièmement, j'ai entendu qu'ils disent les Chinois ont proposé tant, les Français ont proposé, il y a une différence. Personne ne peut faire une différence parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise qui a soumissionné sur la totalité, qui a proposé un montant pour la totalité du projet. Il y avait eu un allotissement du projet. Il y avait le lot 1 qui était les infrastructures, c'est-à-dire la fondation, les rails, tout ce qui est infrastructure, les ouvrages d'art. Et tout ça, ça c'est le lot 1. Le 2, c'est le système courant faible, courant fort. Courant fort, c'est la traction, courant faible, et les systèmes de télécommunication, hein, les caténaires et tout ça, ça c'est le lot 2, le système. Le lot 3, c'est les ripages. Parce qu'en fait, comme vous le savez, nous continuons, il y a déjà un trafic sur cette emprise ferroviaire. Il y a déjà un trafic métrique qui se fait. On ne peut pas arrêter le trafic métrique pour faire que standard. Il faut réaménager les voies pour avoir 2 voies métriques, 2 voies standards. Donc les ripages, il faut riper. Il faut prendre une voie métrique, le riper, le caler bien. Cette voie métrique, on le ripe, on le remet à niveau. C'est ça qu'on appelle le ripage. Hein, ça, c'est le lot 3. Le lot 4, c'est le matériel roulant. C'est 15 trains, le matériel roulant. Et le lot 5, c'est les gares. Pour les gares, le président de la République, comme nous finançons totalement les gares, c'est un marché qui est réservé aux entreprises sénégalaises nationaux qui sont restés là. Ils vont compétir ensemble parce que si on les met avec les entreprises étrangères du monde, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Donc c'est pourquoi sur les gares, le président quand même a pris une décision importante. Il a dit ce marché de 28 milliards, je vais réserver aux entreprises communautaires. Il n'y a aucune entreprise qui a proposé de faire le système ferroviaire dans sa globalité. Donc personne ne peut dire que les Chinois ont proposé tant. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est-à-dire le raisonnement, c'est un raisonnement incohérent. Incohérent. Il n'y a aucune entreprise qui a proposé un prix pour la totalité du système. Il y avait un allotissement de 5 lots. Et chacun a gagné son lot dans les règles de l'art. Nous avons fait des demandes de non-objection aux bailleurs de fonds qui nous ont répondu. Dans ce Sénégal maintenant, avec le système de passation de marché, la transparence, personne, je l'ai toujours répété, ni le président de la République, ni un ministre, ni un directeur général, personne ne peut donner un marché ici parce qu'il y a la réglementation, il faut respecter la réglementation. Il y a un cahier de charge qui est donné et les gens submissionnent en fonction de ce cahier de charge. Il y a des critères
prédéterminé. Tout le monde connaît les critères. Quand tu fais ça, tu as telle note. Après, quand tout le monde est conforme, techniquement, c'est le moins 10 ans. Donc, nous avons choisi les entreprises qui étaient conformes techniquement. C'est ceux qui ont gagné le marché. Et deuxièmement, pour Arsom qui a gagné les trains, c'est un petit marché. Le marché du Sénégal, là, 145 trains, 148, c'est un tout petit marché. Ils ont une commande de 1000 trains. 1000 trains, non 15 trains là, ce n'est rien par rapport à la commande d'Arsom. Parce qu'il y a de l'amalgame. Les gens racontent des histoires dans ce pays-là. On ne va pas en France pour sauver Arsom. Arsom, ils avaient des problèmes. Mais en fait, le président, à l'intérieur de la France, ils ont demandé aux régions. Donc chaque région a commandé. L'ensemble des régions au niveau de la France, des conseils régionaux au niveau ils ont commandé des trains. Et la commande, c'est 1000 trains. C'est 1000 trains. Ils ont une commande interne. France seulement, ils ont 1000 trains de commande. Donc, je me demande comment les gens peuvent raconter des histoires en disant que nos 15 trains là vont sauver Arsom. C'est un tout petit marché. Et il faut même qu'on négocie pour que nos 15 trains là commandés soient quand même mis dans la ligne de fabrication pour qu'on ait nos produits à temps. Parce que c'est un train, le président a donné la date de livraison. Donc, nous faisons un rétro-planning, c'est 26 mois, pour pouvoir livrer. Le 14 janvier 2019, le président veut quand même faire le premier trajet terre, qui est extrêmement important. Parce que quand tu fais un projet, il faut regarder ce qu'on appelle les facteurs clés de succès du transport ferroviaire. Les facteurs clés de succès du transport ferroviaire, c'est la régularité. Le président nous propose un train régulier. Il y a chaque 15 minutes, il y a un départ. C'est la capacité. Nous quittons 15 000 voyageurs que le PTB fait par jour pour aller à 115 000 voyageurs par jour. C'est la fiabilité. La fiabilité, c'est ce qu'on appelle les retards. Les retards. Donc, c'est un train qui nous avons combiné la vitesse et la précision. C'est un train qui vient à l'heure, 160 km à l'heure pour aller à la banlieue, c'est 15 minutes. Pour aller à Diamniadio, c'est 30 minutes. Pour aller à Ibidé, c'est 45 minutes. Donc vraiment, c'est un train capacitaire, c'est un train fiable, c'est un train régulier, c'est un train sécuritaire et c'est un train confortable. Le président propose la meilleure solution de mobilité pour ce Sénégal. Et c'est extrêmement important parce que quand tu as un projet, le président, quand même, il a fait le Sénégal. Il a fait le Sénégal. Son PSE, c'est la quinquétance de la demande d'avenir telle que exprimée par les populations. C'est ça qu'il a traduit en projet, en PSE. C'est ça qu'il est en train d'exécuter. Parce qu'il a diagnostiqué ce dont le peuple a besoin. Il a fait un diagnostic profond. Lorsque les gens étaient restés à Dakar, lui, il a quitté Dakar, il a fait plus de 400 villages, il a fait plus de 4000 km pour écouter les gens, écouter tout le monde. Parce qu'il faut que les intellectuels abandonnent de croire que c'est eux qui ont les solutions. Les solutions, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui a la solution. Le président est allé rencontrer les gens là où ils vivent, dans les cases. Partout. Je vois actuellement les gens sont en train de singer à rentrer dans les cases, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc le président, il connaît le pays. Pour cette terre, la première question qu'il a posée, est-ce que ça répond à un besoin spécifique? La réponse était oui. Pourquoi la réponse c'est oui? Parce que nous perdons 100 milliards annuellement à cause des embouteillages au niveau de Dakar. 100 milliards par an. Donc en 4 ans, on finance le projet. 4 ans de perte, on finance le projet. Nous perdons 100 milliards par an. Dakar, c'est 0,3% de la superficie du Sénégal. Dakar, c'est 66% des activités économiques sont concentrées à Dakar. Dakar, c'est un quart de la population sénégalaise, le Cap-Vert. Donc, et c'est 40 000 immatriculations, c'est-à-dire de nouvelles voitures qui rentrent dans la circulation, 40 000
par an. Tout ça fait qu'il y a un encombrement terrible au niveau de Dakar. Des fois, tu peux quitter par exemple, Yeumbeul pour aller travailler. Tu peux faire 2 heures de temps. C'est impossible. On ne peut pas aller à l'émergence avec ces pertes de temps énormes au niveau du secteur du transport, avec les accidents, avec l'embouteillage, avec la pollution et tout ça. Il a dit donc le projet est extrêmement important. Est-ce que ça répond à un besoin? Oui, ça répond à un besoin de mobilité, ça répond à un besoin d'économie, parce qu'en fait, nous perdons 100 milliards sur les embouteillages. Est-ce que le projet est économiquement viable? Le projet est économiquement viable parce qu'en fait, ce qu'on appelle les cycles de projet, on a fait ce on a après l'identification du projet, nous avons fait la préparation approfondie. La préparation approfondie, c'est l'analyse de faisabilité, le business plan, la répartition des responsabilités, parce que quand tu fais un projet, tu le scindes, tu fais ce qu'on appelle un planning. Et sur chaque poste, tu dis que c'est telle personne qui est responsable pour que quand ça n'avance pas, on sait que c'est telle personne qui est responsable qui puisse donner les raisons pourquoi il n'y a pas d'avancement. Et la distribution. Si on fait ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse stratégique. Après, il y a ce qu'on appelle les implications organisationnelles. Quelle est la structure? Le président a bien fait de confier la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'APEX. Et nous avons signé un maîtrise d'ouvrage délégué à l'APEX. Donc, quelle est la structure? Quelle est l'animation? Il y a un comité de pilotage qui anime. Le contrôle, le président, il a suivi ce projet depuis l'identification jusqu'au lancement. Nous allions périodiquement le voir, au moins une fois par mois. On lui expose et lui, il donne ses orientations. Il a imprimé, l'orientation du projet a été imprimée par le président de la République. Ça, c'est le contrôle et les systèmes d'information, parce que nous avions tous les gens qui travaillaient sur ce projet avaient quand même, par l'informatique, les mêmes informations. On a pu rectifier, revoir, jusqu'à avoir le meilleur projet qu'on pouvait avoir sur cette axe qui est encombré, parce que c'est un train qui quitte Dakar. C'est-à-dire la gare de Dakar. On n'a jamais vu une capitale vraiment digne de ce nom qui n'a pas de gare ferroviaire. On quitte la capitale Dakar, c'est-à-dire la grande gare ferroviaire, pour aller à Colobane, après aller à Anne, après aller à Beaumaraîcher. Vous savez que c'est extrêmement difficile d'aller à Beaumaraîcher à partir de Dakar. Le TER va régler ce problème, parce que pour aller à Beaumaraîcher, c'est à peu près 2500, parce que c'est très enclavé, il faut payer un taxi. Maintenant, avec le TER à 350, vous allez à Beaumaraîcher. Et sur 10 minutes. À Beaumaraîcher, nous avions fait des passerelles pour rentrer dans la gare routière ferroviaire. C'est un multimodal extrêmement important. Tu peux rentrer dans la gare routière et prendre la voiture pour partir. Après Beaumaraîcher, on va à Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Keur Massar, Mbao, Rufisque, Bargny et Diamniadio. Diamniadio, c'est extrêmement important aussi, parce que, comme vous le savez, le président a amélioré, il fait une nouvelle ville. Nous avons 30 000 étudiants. La deuxième université, Dakar 2, c'est là-bas, ça va finir bientôt. 30 000 étudiants, il faut les transporter. Nous avons la 15 ministères techniques, c'est 10 000 fonctionnaires, il faut les transporter, parce que les gens, ils ne peuvent pas quitter leur maison déjà construite à Dakar pour aller reconstruire à Diamniadio. Il faut transporter ces gens, 10 000 fonctionnaires. Il y a le parc industriel que gère mon ami Momad Ba, qui est là, qui est venu m'accompagner aujourd'hui sur cette grande fête de la jeunesse au niveau de Tivaouane. C'est 10 000 travailleurs. Vous avez toutes les activités qui se créent actuellement au niveau de la seconde ville. Il faut quand même un transport capacité, sécuritaire, sûr et confortable pour relier l'ancienne ville et la nouvelle ville que le président est en train de créer au niveau de Diamniadio. C'est extrêmement important, ce transport ferroviaire. Et ça règle la mobilité entre Dakar et sa banlieue. 115 000 personnes, parce que la banlieue est extrêmement importante. Les gens habitent la banlieue, mais on doit leur offrir quand même des solutions de transport sécuritaire. Sécuritaire et avec la vitesse et la précision. C'est ça que le président de la République est en train d'offrir. Donc la deuxième question, c'était, est-ce que le projet est économiquement viable? Nous avons fait l'analyse économique du projet. Voilà, c'est ça, tous les problèmes que ça résout. Nous avons fait la troisième question, est-ce que le projet est financièrement viable? Le projet est financièrement viable parce qu'avec
la capacité 115 000 voyageurs avec les prix qui sont proposés, nous avions une rentabilité financière de 11%. Donc le projet est financièrement rentable. Et le coût du crédit, actuellement nous avons pris du crédit à un taux concessionnaire. Le taux concessionnaire, ça dépasse rarement 2%. Et nous avons des bénéfices de 11%. Donc le projet se paye sans problème. On n'a même pas besoin de taper sur la dette, sur le niveau de la dette pour payer. Le projet se paye sans problème. Et le projet même, on n'a pas intégré les 100 milliards de pertes qu'on fait annuellement si nous ne faisons pas ce projet. Donc, et la quatrième question que le président se pose, est-ce que nous avons les moyens de financer ce projet? Nous avons les moyens. Les moyens, c'est la confiance. Parce que les bailleurs de fonds ne viennent pas financer le Sénégal s'ils n'ont pas confiance. C'est la confiance au leadership du président de la République, c'est la confiance à la pertinence de sa vision, c'est la confiance à la gouvernance fiable du président de la République. C'est ça qui nous a occasionné qu'il y avait un engouement. Les bailleurs de fonds se sont précipités pour financer ce projet. La BID de 200 milliards, la BAD de 150 milliards, le Sénégal même 150 milliards, la France 120 milliards. Donc vraiment, il y a eu un engouement pour financer ce projet. Ça, c'est parce que le projet a été bien étudié. Nous avions une analyse de faisabilité détaillée extrêmement importante où nous avions cerné les risques, tous les risques de ce projet. Nous avons 5 risques. Les risques de coût. Les risques de coût, c'est-à-dire qu'en fait, des risques de coût. Il y a des risques de coût. En fait, tu as un projet, tu as, à cause d'une entreprise qui n'est pas à la hauteur, ou bien à cause des délais qui s'allongent, vous allez dépasser les coûts du projet, des risques de trafic. Quand tu fais un projet, mais il n'y a pas de trafic, ou bien les prix du trafic ne sont pas accessibles à la population, il n'y a pas une demande solvable, tu as des problèmes, donc les risques de demande. Il y a les risques d'endettement. Les risques d'endettement, c'est ce qu'on appelle les risques de crédit. Tu fais un crédit, mais tu n'as pas la possibilité de payer. Et le projet se paye elle-même. Les risques d'endettement, c'est-à-dire, là-bas, tu as risque de crédit, des risques de change. Par exemple, quand tu empruntes à une monnaie, parce que nous sommes au CFA, donc quand tu empruntes en dollars ou bien dans une autre monnaie et qu'il y a une dévaluation, il y a ce qu'on appelle des risques de crédit. Mais sur ce projet, nous avons tenu à emprunter en euros. Donc nous n'avons pas ce risque. Et il y a le risque de taux d'intérêt. Nous avons des taux d'intérêt fixes. Nous n'avons pas de taux d'intérêt variables. Donc nous avons cerné tous ces risques. Il y a ce qu'on appelle aussi les risques politiques. Parce qu'en fait, quand tu fais un projet, il y a les risques politiques. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays stable, avec 3 alternances. Donc nous avons une stabilité politique, les risques politiques vraiment amoindris. Donc les gens n'intègrent pas sur les primes de risque. Parce que quand on te prête de l'argent, on regarde tout ça. Quand tu es un pays à risque, on prend le taux sans risque, plus la prime de risque. La prime de risque est extrêmement importante. Par exemple, les gens qui vont financer la Grèce, ils mettent la prime de risque, le taux d'intérêt est extrêmement important. Le pays est stable et il y a ce qu'on appelle les risques environnementaux, c'est-à-dire en fait si on devait déplacer beaucoup de personnes, ou bien des risques environnementaux, ça crée des problèmes sociaux et tout ça est cerné parce que nous avions un titre foncier ferroviaire. Tous les gens qui sont actuellement sur le foncier ferroviaire, ils sont en porte-à-faux, mais néanmoins le président a tenu à payer tous ces gens-là pour qu'ils partent dans la sérénité, parce qu'en fait, ils sont impactés parce que la nature a horreur du vide. Avec l'abandon du chemin de fer, les gens sont venus s'installer sur ce chemin de fer et les gouvernements passés au regard de fer. Donc, quand tu vas maintenant les déplacer, il faut les payer. C'est ça la réglementation, c'est ça ce que les bailleurs de fonds exigent. Il faut qu'on les paye, qu'ils se déplacent pour que nous déroulons ce projet dans les règles et rapidement. Et je vous dis, ce projet sera piloté. Le niveau de pilotage, c'est le Premier ministre qui va être au sommet du pilotage de ce projet parce qu'en fait, nous ne devons pas être en retard. Toutes les responsabilités du cycle de projet ont été définies. Tous les intervenants ont été définis.
Et vraiment, le projet va être déroulé dans les règles de l'art et dans les délais. Le président l'a dit, il a annoncé que le 19, le 14 janvier 2019, il va inaugurer ce projet. Nous ferons tout pour respecter ce délai. Parce que le président de la République, il faut le connaître quand il parle de sa nouvelle philosophie de l'action. Il est tourné vers le résultat. Il faut pouvoir faire du résultat pour travailler avec le président de la République. Et jusqu'à présent, nous faisons de bons résultats. Le gouvernement, là, ce qu'il a fait dans ce pays-là, les gens ont, depuis 1960, les gens ne l'ont pas fait. Je vous dis, c'est secteur par secteur. Secteur par secteur, nous avons amélioré considérablement ce que les gens faisaient ici. Dans la transparence, dans la sobriété. Parce qu'en fait, tous les ministères, les budgets de fonctionnement sont drastiques. Ça a été diminué au minimum. Maintenant, c'est des budgets d'investissement. On investit pour quand même impacter l'ensemble de la population. Et ça, c'est ce que le président est en train de faire. Et ce projet-là est extrêmement important. Quand on dit terre, c'est train express régional. Ça relie des régions. Donc ça, c'est la phase 1, simplement. La phase 1, c'est Dakar, Diamniadio, AIBD. La phase 2, c'est Diamniadio, Thiès, Tivaouane, là où nous sommes actuellement, Louga, et puis Saint-Louis. Saint-Louis, je lance un appel parce que la gare est extrêmement occupée. Il faut que les gens dégagent au niveau de là-bas. Le maire va régler ça rapidement pour que quand même le train qui est rentré dans la merveilleuse gare de Saint-Louis puisse aller dans la merveilleuse gare. Et ça, c'est la troisième phase. Ce sera Diamniadio, Mbour, pour régler les problèmes du tourisme, la mobilité au niveau de cette plateforme balnéaire, et Mbour, Kaolack. Et maintenant, lorsqu'on va faire Dakar-Bamako, où nous avions déjà signé quand même des partenariats avec des entreprises chinoises, avec des entreprises pour faire ça. Donc nous avons, parce que le Dakar-Bamako, le président a un objectif clair, c'est 6 millions de tonnes de fret et 2 millions de voyageurs. Ça va raffermir les relations entre nous et les pays frères de Mali. Donc tout ça, le président va faire un programme. Il a un programme cohérent sur le chemin de fer. Parce qu'il a sa vision du chemin de fer qui a un alignement stratégique avec le PSE. Parce que le PSE, on augmente les productions. Pour augmenter les productions, il faut pouvoir transporter des zones de production vers les zones de consommation ou bien vers les zones de transformation. Le président de la République a une vision du chemin de fer articulé sur le maillage du territoire, adossé à de grands projets miniers, porteurs de croissance et de développement durable, et à un désenclavement de la région de la Casamance et du Sénégal oriental. Nous avons 1500 km de nouvelles lignes de chemin de fer à écartement standard, parce que le président de la République, il quitte le métrique. Le métrique était là, c'est le colonisateur qui avait introduit le métrique. 100 ans après, il faut qu'on change de technologie, qu'on voit au standard. Parce que le président, il a dit, je propose les meilleures solutions de déplacement, les meilleures solutions de mobilité des biens et des personnes à ma population. C'est ça le legs que le président de la République veut laisser à la population sénégalaise. Et il est en train de le faire sans pour autant faire beaucoup de bruit. Nous allons faire Dakar-Tamba standard avec un port sec à Tamba. Après, nous allons faire Tamba-Kidira et Kidira-Bamako. Après, maintenant, comme nous avons un hub au niveau de Tamba, on va faire le contournement de la Gambie, 311 km. De Tamba, on va aller à Kidougou, 185 km. De Tamba, on va aller à Sémé pour aller prendre les mines de phosphate. Et si on fait tous ces projets maintenant, on va faire la boucle du Ferlo. La boucle du Ferlo, c'est Saint-Louis, Richard Toll, Ndioum. De Ndioum, on descend vers Dara-Linguer, on vient à Touba. De Touba, vous savez qu'il y a la ligne de chemin de fer, il y a Touba, Diourbel jusqu'à Thiès. Cette boucle-là va régler définitivement le problème de l'autosuffisance alimentaire en riz et en d'autres produits, d'autres variétés de production agricole. Parce que quand tu produis beaucoup, il faut avoir un transport fiable, capacitaire, transparent et viable pour pouvoir supporter ces niveaux de production.
Donc vraiment, le chemin de fer revient avec le président de la République. Les autres présidents l'avaient abandonné. Ça va revenir. C'est la relance du chemin de fer. C'est la révolution ferroviaire. C'est la révolution dans le chemin de fer. Nous venons avec une nouvelle technologie. Nous venons en changeant de paradigme. Nous venons en changeant quand même, en faisant des trains électriques beaucoup plus rapides avec la sécurité et le confort qu'il faut.